À Amboise, personne encore ne sait que l'émir et sa suite seront emprisonnés durant 5 années dans d'effroyables conditions physiques et morales et dans un dénuement total. Une garnison de plus de 500 soldats, armés jusqu'aux dents, se relaie nuit et jour. Quand le bateau a accosté, ils étaient une centaine de musulmans. Donc vous imaginez, c'était un peu la nuit, c'était le mois de novembre, il faisait sombre. Toute la foule d'Amboise attendait, alors les gens s'étaient habillés en dimanche. Certains avaient cru bon, mais vous savez comme on est maladroit, certains avaient cru bon de venir et se sont dit, faut-il qu'on mette une robe de chambre, ça ressemble un peu à ce qu'ils portent sûrement. Vous voyez, alors il fallait les retenir de se déguiser. Pour un peu le maire a dû les empêcher de vouloir faire un banquet d'accueil. Vous voyez, parce que c'était tellement nouveau. D'un côté, il y avait la peur, mais sans arrêt, on a ce mot de fascination qui vient. Mais c'était aussi, il faudrait qu'on aille au-delà, c'est le être touché par le mystère. Vous voyez, c'est pas seulement le spectacle, parce que c'est différent, c'est mystérieux, c'est l'Orient. L'Orient vient là, à Amboise, où on est avec notre routine de paysans aussi. Et d'un seul coup, l'Orient vient. Alors, ils descendent du bateau, ils sont dans leur burnous, donc enfouis, l'émir blanc, et presque tous dans leur burnous blanc. Et ils ont formé un cercle sous les arbres, les platanes qu'on a au bord de la Loire. Ils ont formé un cercle, et aussitôt, en prière. Et la foule, mais c'est instantané, la foule, elle se recule et au lieu d'un brouhaha, le silence et puis tout est vidé d'un seul coup. Ils sont dans une détresse morale vraiment, pour nous, difficile à imaginer. Le maire a demandé aux Amboisiennes, s'il vous plaît, si vous avez du linge, des draps, des chemises en bon état, apportez ce que vous pouvez. Il faut qu'on puisse accueillir ces personnes au château. Nous n'avons rien. Tout le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Eh bien, les Amboisiennes ont cherché, on remet toutes leurs armoires. Elles sont allées chercher partout. Elles se sont dit, mais on va habiller des princesses d'Orient. Vous voyez, l'émir est un prince. Donc, il y avait ces... vous voyez, même de vous parler, j'en ai la chair de poule presque, parce que vous les imaginez, les petites dames, les petites paysannes d'ici, les petites villageoises, elles ont cherché leurs plus belles chemises pour les princesses d'Orient. « 120 personnes dans ce château, des gardes de façon assez importante, et puis la première année, donc l'année 1849 de leur séjour à Amboise, et va être une année difficile. Vivre par terre dans un château de la Loire, évidemment, ça n'est pas une bonne chose. Il n'y avait que 2 lits, par exemple. L'émir lui-même avait un lit et sa mère avait un lit. Les autres couchaient sur des nattes dans l'ensemble du château. Et puis aussi, il va y avoir assez rapidement une partie du groupe familial qui va rejoindre l'Algérie. En fait, ces 120 personnes qui vivaient toutes ensemble ici à Amboise, eh bien, évidemment, il pouvait y avoir des conflits familiaux. Quelquefois, ce n'était pas si simple. Et l'émir Abdelkader était des fois un peu agacé par le comportement, en particulier de ses frères aînés. Les conditions de détention dans le château pendant les 4 ans, Amboise, étaient très difficiles, surtout pour les femmes et les enfants. C'était un enfermement strict, ne sortez jamais. Il y avait aussi le château qui était en très mauvais état, très froid, très humide. C'était très, très néfaste pour les enfants surtout. Et puis, on a certainement pu dénombrer quelques cas de rachitisme. Le rachitisme, c'est une carence alimentaire, notamment une carence en vitamine D, qui est chronique. Donc ça témoigne
d'un défaut d'alimentation, défaut d'ensoleillement, donc l'incarcération, on peut penser que les enfants ne sortaient peu. Il refusera absolument de sortir en prétendant que quelqu'un qui a été vaincu doit se cacher et ne pas sortir de sa maison. On a affaire à des musulmans, ils ne vont pas manger certaines viandes de porc, mais la confiance est-ce qu'elle régnait entre le pouvoir public et l'émir Abdelkader. Donc on peut aussi se demander s'il n'y a pas eu aussi de leur part éviction de certains aliments. Donc c'est plutôt l'ensemble de l'apport alimentaire qui doit être mis en cause. Le choléra, c'est là directement lié à l'hygiène. Les conséquences, déjà à l'époque, étaient catastrophiques. C'est épouvantable le choléra. C'est vraiment une maladie tellement physiquement tellement répugnante. C'est très dur. Alors comment faire? On peut dire que l'épidémie a probablement flambé et emmené les plus fragiles entre eux, les enfants, les femmes. L'islam demande que la propreté soit respectée au travers donc, de la prière, au travers de la vie quotidienne. Donc, c'est une habitude d'aller au hammam, c'est une habitude de rester propre, de se laver les mains avant de manger. Ce déracinement a fait exploser toutes ces habitudes. Lorsque les médecins et les religieuses ont pu approcher les prisonniers au cours de la détention, c'est surtout de l'humanité, du réconfort qu'ils ont apporté, faute de soins réels, puisque la tuberculose, le choléra étaient alors des maladies incurables en France. Le choléra, toutefois, se soignait en Algérie avec des infusions de plantes, d'armoises sauvages. Dépression, maladie, épidémie même, maltraitent la petite communauté prisonnière. Tous semblent démunis tant l'exercice de la médecine est difficile. L'incompréhension touchant aux traditions algériennes, aux coutumes des femmes particulièrement, empêche l'efficacité des soins. Mais la venue d'un autre médecin qui avait connu l'Algérie, secondé de religieuses, améliore soudain le bilan. Puisque la génissée donc est séparée des hommes, comment faire en sorte qu'un militaire, un médecin français puisse aller ausculter des femmes? C'était quasiment impensable, sur le plan culturel c'était inimaginable. Hormis la mère d'Abdelkader qui avait le médecin, les autres femmes le refusaient. Donc la question, il fallait la régler. Les religieuses ont pu faire cette approche et elles ont donc été acceptées. Les autorités françaises ont décidé d'envoyer auprès des enfants au château des jeunes filles d'origine algérienne, converties et baptisées par les religieuses à Alger. Elles sont arrivées, l'une d'elles, Marie Riahi, qui fut une des maîtresses de l'émir, d'après les chroniques de l'époque d'ailleurs, est enterrée au cimetière communal d'Amboise. Une autre, très connue sous le nom de Marie-Charlotte, parce qu'elle recevait volontiers les visiteurs français, a épousé Si Mohamed Saïd, le frère aîné de l'émir, et dont elle a eu 2 enfants qui sont nés à Amboise. Pour faire face au décès, on songe au cimetière communal. Mais la foule, curieuse le plus souvent, se précipite. L'émir demande alors que les cérémonies, les prières, puissent se faire dans un cadre respectueux et intime. Alors, pour les autres défunts, une permission d'inhumer est accordée au château d'Amboise. Maltraité au fil des ans, ce lieu de mémoire a été restauré dignement en 2003 par Rachid Koraïchi. Dans son tracé hautement symbolique, ce grand artiste reprend le monument mémorial qui avait été élevé par souscription spontanée des Amboisiens et par Napoléon III après le départ de l'émir et des siens. Rachid a travaillé sur cet espace en se référant d'abord à ce qui existait encore, un témoignage, un élément symbolique, c'est-à-dire ce mausolée qui avait été créé, voulu par les Amboisiens, puisque ce sont les Amboisiens qui, par souscription, vont financer l'édification de ce petit monument surmonté d'un croissant. On avait décidé de réfléchir à un projet. Puisque l'émir est parti d'Amboise, aller à Brousse, Constantinople et Damas, l'idée c'est de, comme si je le faisais revenir de Syrie, retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui.
C'est pour ça que j'ai tenu absolument à ce que les pierres soient taillées à Damas et à Alep. Donc que les bronzes portant les noms soient faits aussi de la même manière en Syrie, que vraiment ce soit le cadeau de la Syrie qui revient. Il y a un texte coranique qui est tout autour, qui est le même pour tous. D'autant qu'ici, il y a aussi bien des frères, des enfants, donc de l'émir, que ses épouses, que ses domestiques. Donc il n'y a pas du tout de classification par origine sociale ou par hiérarchie. J'ai mis les noms donc, des défunts sur les bronzes. La symbolique, c'est que d'abord, le nom est porté dessus et tous les signes au-dessus des bronzes sont différents. L'autre chose, c'est pour permettre à ces gens qui ne sont jamais allés faire le pèlerinage à la Mecque de retrouver leur nom. Quand le soleil bouge, la ombre est portée sur la pierre et elle tourne autour de la pierre, comme les pèlerins font quand ils vont à la Mecque, donc en tournant autour de la Kaaba. Il y a une ligne oblique qui traverse de part en part ce territoire. Elle indique la direction de la Mecque. Il y a 7 cyprès de Florence, donc vous voyez qui montent comme vers le ciel. La symbolique, c'est le départ de la terre vers le ciel, l'élévation. Tout ce qui est en végétaux, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait tout le fond, c'est l'armoise. Donc l'armoise est une plante médicinale très amère qu'on utilise pour les maux d'estomac. Et l'émir l'utilisait beaucoup, aussi bien pour lui-même que pour les chevaux. C'est l'amertume, l'armoise, et c'est tracé par le jasmin, qui est la symbolique de la douceur. L'autre avantage pour moi d'avoir mis celui-là, c'est qu'il y a la tombe de Léonard de Vinci pas loin, donc lié l'émir avec un grand artiste qui, du temps de François Ier, a vécu ici au Clos Lucé et dans ce château qui est enterré à côté. À l'époque, on a le plus grand respect pour l'islam. Il faut bien considérer les choses ainsi. Au XIXe siècle, contrairement à ce qu'on dit, il y a un ferment d'œcuménisme, de respect des religions. On lui permet d'exercer les pratiques de la religion musulmane. On sait, d'après Monseigneur Dupuche, qu'il l'a visité, l'ancien évêque d'Alger, qu'il l'a visité plusieurs fois en Amboise, et qui en témoignage dans un ouvrage, qu'il pratique le jeûne, qu'il respecte le temps du ramadan et les contraintes également alimentaires. On sait qu'il ne fume pas, on sait bien sûr qu'il ne boit pas d'alcool, on sait qu'il consomme du couscous, le mouton, on sait aussi qu'on lui met à sa disposition le thé et le café et les fruits secs qui sont nécessaires. Dans le château, il y avait un certain nombre de lieux qui avaient trouvé une fonction particulière. On pense en particulier à une tour, la tour dite garçonnée, c'est-à-dire celle qui est à la pointe de l'éperon rocheux sur lequel est bâti le château, et cette tour est identifiée comme étant la tour du Muezzin. Et vous savez que l'une des merveilles qu'on a connues à Amboise, c'est d'avoir dans le même ciel, de recevoir dans l'espace du ciel d'Amboise le son des cloches, le son de l'appel à la prière grâce à Boissonnet. Il y a cette idée qu'il y a dans l'épreuve un rituel initiatique. C'est présent chez Abdelkader.